Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 pour votre journal de l'Afrique. Et à la une de l'actualité de ce vendredi, le procès de Germain Katanga. Il va devoir verser $1 million à ses victimes, des réparations collectives et individuelles ordonnées par la Cour pénale internationale. L'ancien milicien congolais a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité. La crise politique en République démocratique du Congo discutée à Paris. Monseigneur Outembi a été reçu au Quai d'Orsay ce vendredi. L'accord conclu en décembre dernier entre opposition et majorité n'a toujours pas été appliqué dans sa totalité. Lambert Mandé, le ministre de la Communication, était lui aussi notre invité. Vous l'entendrez dans cette édition. Et puis on parlera grande couture. L'Afrique du Sud accueille en ce moment même le festival de mode du Cap. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Avant de développer ces titres, cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées en Centrafrique. C'est ce qu'annoncent plusieurs médias locaux. Alors difficile pour l'instant d'établir un bilan précis. Vladimir Monteiro, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en République centrafricaine. Monsieur Monteiro, de quels éléments disposez-vous à cette heure sur le lieu et les raisons de ces violences ? Nous avons, lors de notre conférence de presse de ce mercredi, évoqué des incidents, des affrontements dans la ville de Boukouma, mais également près de Bambari, dans des localités comme Agoudou, Manga, Yassine et Wazawaza. Il n'y a pas de chiffres exacts. Concernant Boukouma, nous avons déployé une patrouille. Malheureusement, des éléments armés des anti-Balaka avaient détruit le pont. Nous sommes en train de l'arranger pour accéder dans cette ville. Concernant Agoudou, Manga, Wazawaza et Yassine, nous accompagnons également cette situation. Ça fait partie de la zone de patrouille de la force. On ne peut pas donner de détails pour le moment, mais nous faisons tout. Et qui sont les acteurs principaux de ces violences ? Il s'agit d'affrontements entre deux ex-Séléka, l'UPC et le FRPC ? Oui, nous l'avons dit, ce sont ces deux groupes armés, l'UPC, la coalition du FPRC, auquel fait partie les anti-Balaka, n'est-ce pas ? Une minorité qui continue à provoquer la violence en Centrafrique alors que le pays s'apprête à fêter 1 an d'institutions élues. Il faut que ces gens se retrouvent autour de la table dans le cadre de ce dialogue du président de la République. Le peuple a trop souffert. Cette souffrance, ces exactions doivent prendre fin. Un grand merci à vous, Vladimir Monteiro. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la MINUSCA. Merci pour toutes ces précisions. Il est venu chercher le soutien de Paris. Monseigneur Outembi était reçu ce matin par Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères. L'évêque préside la conférence épiscopale, l'organisme médiateur dans la crise politique que traverse la République démocratique depuis des mois. Et c'est sous l'égide de la SENCO que le 31 décembre dernier, opposition et majorité étaient parvenus à un accord, sauf qu'il n'a toujours pas été appliqué. Je vous propose d'écouter l'abbé Donatien Cholet, il est le porte-parole de la SENCO. Il répondait aux questions de Fanny Allard. Le gouvernement a du mal à fonctionner parce qu'il n'est pas reconnu au niveau international. Et je crois que c'est quelque chose qui devrait amener les politiciens sur encore une... Parce que tous disent que nous voulons qu'on en finisse avec cet accord. Mais la bonne volonté politique n'est pas un maquillage pour séduire le peuple congolais. Elle se traduit par des actes concrets. Le peuple congolais a besoin d'un Premier ministre présenté par l'opposition, nommé par le président de la République, comme c'est signé dans l'accord. Voilà pour la déclaration du porte-parole de la SENCO. Nous recevions un petit peu plus tôt Lambert Mandé, le ministre de la Communication. Lui impute ce blocage à l'opposition, incapable selon lui de s'accorder sur le nombre de candidats à présenter au président Kabila, lequel doit ensuite faire son choix et désigner le Premier ministre. C'est la mise en œuvre de l'accord qui souffre de quelques ratés, parce qu'il y a des dispositions qui sont déjà mises en œuvre. Il y a des prisonniers qui ont été libérés, il y a des exilés qui sont rentrés. Maintenant, il y a une partie de la mise en œuvre, puisque cet accord porte d'abord sur les conditions d'organiser des élections après la période qui avait été convenue dans la Constitution. Et il faut un gouvernement d'union dans lequel se retrouvent aussi bien des éléments
de l'opposition que de la majorité. La difficulté vient de ce que l'opposition ne parvient pas à s'accorder sur les candidats à présenter au président de la République pour diriger le gouvernement. Il était question un temps d'Étienne Tshisekedi pour être nommé Premier ministre. Il est le leader de l'opposition. Depuis sa disparition, est-ce qu'on vous a soumis le nom d'autres personnes? Il devait plutôt diriger un Conseil national de suivi de l'accord. Et le rassemblement qu'il présidait présentait au président de la République les candidats au poste de Premier ministre. Et nous avons des difficultés, nous enregistrons des difficultés à leur niveau, parce qu'il y a des divisions à leur niveau, aussi bien pour le remplacement de M. Tshisekedi, paix à son âme, comme président du Conseil national de suivi de l'accord, et pour présenter un ou plusieurs candidats au président de la République, qui est l'autorité de nomination, puisque tout se fait conformément à la Constitution. Étienne Tshisekedi, son corps est toujours à Bruxelles. Il avait été hospitalisé dans la capitale belge. Il y est décédé. Le rapatriement de son corps n'a toujours pas pu se faire vers Kinshasa. Sa famille souhaite l'enterrer pourtant à Kinshasa. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les autorités refusent de lui offrir une sépulture sur le sol de la République démocratique du Congo? Il est curieux que vous posiez cette question dans la mesure où le gouvernement n'a fait que communiquer par ma voix sur sa disponibilité à lui offrir une sépulture digne de ce nom après des obsèques dignes de son rang d'ancien Premier ministre, parce qu'il y a un protocole dans notre pays. C'est sa famille qui refuse de pouvoir coopérer avec le gouvernement à cet égard et qui a décidé que son corps puisse rester à Bruxelles. Vous savez, le gouvernement ne peut pas rapatrier le corps de M. Tshisekedi de force. Monsieur le ministre, une dizaine de fosses communes ont été découvertes donc dans la province du Kasaï, entre Demba et Chimbulu. Les équipes du Bureau d'enquête des Nations Unies ont recensé une dizaine de charniers. Ils soupçonnent même l'existence de 17 fosses communes. Quel est le chiffre que vous confirmez aujourd'hui? Et est-ce qu'on a plus d'informations sur les identités de ces victimes et les responsables de ces assassinats? Dès le départ, il nous a été communiqué par les autorités locales que pour donner de la consistance à leur rumeur d'invulnérabilité, les rebelles ou les terroristes qui se cachent derrière cette dénomination enterrent un peu leurs morts n'importe comment dans des charniers. Maintenant, par mesure de précaution, le gouvernement a décidé de soutenir l'enquête que la magistrature a décidé de mener sur place. Nous attendons les résultats des enquêtes que les magistrats sont en train de conduire au moment même où nous parlons. Donc vous imputez la mort de ces dizaines, centaines de personnes aux éléments de la milice de Kamwina Nsapu. Pourtant, une vidéo a mis en cause des membres des forces de sécurité congolaises. Vous aviez vous-même reconnu des excès. Nous n'avons pas à imputer ou à ne pas imputer, madame. Nous sommes dans un pays de droit où la justice est indépendante du gouvernement. Et donc, mais qui, selon vous, est responsable de ces morts? N'importe qui peut être responsable. On est coupable dans un état de droit lorsque la justice vous déclare tel. Par précaution, le président de la République avait instruit le gouvernement d'envoyer sur place des magistrats militaires. Nous les félicitons parce qu'ils ont ramené des informations précises qui ont permis de mettre aux arrêts sur leurs décisions des membres de nos forces armées qui sont en train de passer en jugement. S'il y a d'autres cas de criminalité, nous avions même lancé un appel à témoins. Nous demandons que les gens coopèrent avec la justice pour que justice soit faite. Voilà pour cette interview réalisée un petit peu plus tôt. $250 pour chacune des 297 victimes. Germain Katanga devra s'acquitter de ces sommes symboliques. C'est la décision prise par la Cour pénale internationale à La Haye. L'ancien chef de milice a été reconnu coupable de massacre de civils, des faits qui remontent à 2003. C'était dans un village du nord-est de la République démocratique du Congo. Natacha Milray. C'est la première fois que la Cour pénale internationale dédommage des victimes de crimes de guerre. Les juges ont ordonné le versement de $250 à chacune des 297 victimes de Germain Katanga, ancien chef de milice congolais. La Chambre souligne le fait que ce montant symbolique ne vise pas à indemniser les préjudices dans leur intégralité. Cependant, la Chambre estime que ce montant permet de soulager les préjudices subis par les victimes d'une manière significative.
En plus de dédommagements individuels, des actions collectives ciblées ont été exigées. Aide au logement, soutien psychologique ou aide à l'éducation. Au total, l'ancien chef de guerre sera tenu de verser $1 million au titre de préjudice physique, matériel et psychologique. C'est bien en deçà de l'estimation faite par les avocats des victimes. En 2014, Germain Katanga a été reconnu coupable par la Cour pénale internationale de crimes de guerre lors de l'attaque du village de Bogoro, au nord-est de la RDC. Attaque qui avait coûté la vie à près de 200 personnes en février 2003. L'ancien chef de guerre purge actuellement sa peine à Kinshasa. Il est également poursuivi par la justice de son pays pour des faits similaires. Dans le reste de l'actualité, la libération de Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien, a quitté l'hôpital militaire du Caire dans lequel il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. Il y a quelques semaines, la Cour de cassation égyptienne l'avait acquitté. L'ancien dirigeant n'est donc plus considéré comme responsable de la mort de quelques 850 manifestants lors de la révolte de 2011, celle-là qui avait provoqué sa chute. Il reste néanmoins visé par une enquête pour gain illicite. Sans transition, direction à présent le Cap et ses podiums. La ville accueille en ce moment même le Festival de la mode d'Afrique du Sud. L'occasion pour les grands couturiers du pays de présenter leurs créations. C'est le reportage de Caroline Dumais. C'est le couturier sud-africain Gavin Raja qui a donné cette année le coup d'envoi du Festival de mode du Cap. Ce styliste bien connu à Paris vit désormais en Afrique du Sud. Le fait que je puisse faire un travail de haute couture de qualité, un travail magnifique à la main, dans un pays qui a une devise bien plus faible que l'euro ou le dollar, eh bien ça me rend vraiment très compétitif. Si la mode africaine est présente sur la scène internationale, c'est en partie grâce à cette femme d'affaires qui œuvre depuis 10 ans pour faire connaître les couturiers. Elle est convaincue que l'industrie du luxe a bel avenir. Les gens veulent grimper l'échelle sociale. Ils rêvent de jolies choses, de luxe, de beaux vêtements, de belles voitures. Nous avons une population jeune, en pleine croissance, qui aspire à avoir toutes ces jolies choses dans la vie. Même le ministre était présent, la mode pour lui est synonyme d'exportation. Il faut qu'on trouve un moyen d'accéder au marché, d'être présent sur les Champs-Élysées, d'être à Londres et en Amérique, partout. Les professionnels ne s'y trompent pas. Petits ou grands, ils sont présents au Cap. Comme ce couturier espagnol qui travaille avec une styliste du Rwanda et qui vise la classe moyenne africaine. Notre philosophie, c'est l'Afrique d'abord. Que ce soit pour la production, l'inspiration, la vente. On a décidé d'ouvrir des boutiques au Kenya et maintenant on s'installe ici au Cap. C'est un carrefour pour aussi s'exporter hors du continent. Le festival se terminera ce week-end. Plus de 1500 professionnels sont attendus. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 45 minutes pour une nouvelle édition. D'ici là, vous restez sur France 24. Paris Direct continue et c'est Florence Tomaso qui reprend la main. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Rattachée par Moscou en 2014, la Crimée se voit imposer une russification forcée. Alors que les voix dissidentes se taisent peu à peu, seule la minorité tatare et quelques activistes pro-ukrainiens osent s'opposer aujourd'hui à cette annexion. Pour les brider, les autorités russes ont déployé leur arsenal judiciaire et policier. France 24 a rencontré cette dissidence qui a de plus en plus de mal à supporter la pression russe. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.